élèves, bonjour chers abonnés de la MAC TV. C'est Moussa Sarr, professeur de SVT, et j'aimerais partager avec vous aujourd'hui une leçon qui se trouve donc dans un thème qui est très complexe, à savoir l'immunologie. Et comme vous le savez, les microbes sont partout dans la nature. On trouve les microbes dans l'eau, dans l'air, dans le sol. Même à l'intérieur de l'organisme, nous avons des microbes. Et vous devez même poser la question, à savoir, donc pourquoi l'individu tombe rarement malade alors que nous sommes toujours en contact avec les microbes? C'est parce que nous avons un système immunitaire qui nous protège contre les microbes. Si, une fois, un microbe arrive à pénétrer dans l'organisme, le système immunitaire réagit. Et cette réaction est appelée la réponse immunitaire. Aujourd'hui, nous allons donc essayer de partager avec vous la réponse immunitaire qui est une leçon transversale. Elle constitue la 18e leçon de la classe, du programme de la classe de terminale S2, mais aussi la 6e leçon du programme de la classe de terminale L2. Donc on va commencer la réponse immunitaire. Bon, notre corps est bien protégé d'abord par les barrières naturelles. Comme les barrières naturelles, on peut trouver la peau. La peau représente une barrière naturelle qui est imperméable aux microbes. On peut trouver aussi au niveau des orifices des sécrétions, comme par exemple au niveau de la bouche, on a la salive. La salive nous protège contre les microbes parce que dans la salive, on a des enzymes qui détruisent certaines bactéries. Si vous prenez aussi les fosses nasales, nous avons des sécrétions appelées mucus nasal. Donc le mucus nasal aussi permet d'éviter la progression des microbes à l'intérieur de l'organisme. On a aussi même au niveau de l'œil des larmes. Et les larmes, leur rôle aussi, c'est de nettoyer l'œil. On a aussi au niveau des orifices des appareils génitaux des sécrétions, comme par exemple c'est l'homme, on a des sécrétions appelées la spermine. C'est la femme, on a des sécrétions appelées les sécrétions vaginales. Donc l'ensemble de ces sécrétions, c'est pour empêcher les microbes de progresser à l'intérieur de l'organisme. Mais si une fois ces barrières naturelles sont franchies par les microbes, le système immunitaire va réagir. Donc en déclenchant une première réponse, et la réponse est appelée réponse immunitaire non spécifique. Et si le microbe persiste, on a une autre réponse qui suit. Donc la réponse immunitaire non spécifique appelée réponse immunitaire spécifique. Donc on peut noter deux types de réponses immunitaires. On a une réponse immunitaire non spécifique et une réponse immunitaire spécifique. Ici, on parle de notion de spécifique. Donc la première réponse qui est non spécifique, on dit que la réponse est non spécifique parce qu'on a les mêmes mécanismes qui se déroulent. Quel que soit le type de microbe, on a les mêmes mécanismes qui se déroulent. Alors que pour l'autre réponse qui est la réponse immunitaire spécifique, le mécanisme change selon le type de microbe. Nous allons essayer de voir en premier lieu la réponse immunitaire non spécifique avant d'entamer l'autre réponse qui est immunitaire spécifique. Donc on va commencer par la réponse immunitaire non spécifique. La réponse immunitaire non spécifique. Et à part les barrières naturelles, cette réponse immunitaire non spécifique
représente la première ligne de défense de l'organisme. Donc, c'est une réponse qui est immédiate. Dès qu'on a l'entrée d'un microbe, on a donc cette réponse qui est immunitaire non spécifique. Et dans la réponse immunitaire non spécifique, nous pouvons noter plusieurs mécanismes. On peut noter la réaction inflammatoire. On peut noter aussi la phagocytose. Et on a aussi des facteurs humoraux. Nous allons commencer d'abord par la réaction inflammatoire en petit 1. La réaction inflammatoire. Et pour bien comprendre la réaction inflammatoire, nous allons essayer d'exploiter donc le schéma projeté ici. On nous montre donc un schéma d'une réaction inflammatoire, donc en haut. En haut, donc on va essayer de voir un schéma d'une réaction inflammatoire. Donc tu peux descendre. Vous voyez, ici, on nous a montré un tissu où on a la peau est là, depuis ici jusqu'ici, on a la peau et on a un vaisseau sanguin qui traverse la peau. Et qu'est-ce qu'on a noté? On a noté qu'il y a une piqûre qui a percé la peau et a déposé à l'intérieur des microbes. Vous voyez les microbes à l'intérieur. Donc, par piqûre, on a la pénétration des microbes à l'intérieur de l'organisme. Et nous allons essayer de voir donc, les modifications qui se déroulent dans le tissu. Parce que si on fait la comparaison de ce schéma par rapport à l'autre schéma qui se trouve ici, il y a beaucoup de modifications qui se déroulent. Donc, l'ensemble des modifications qui se déroulent dans le tissu après la pénétration des microbes, ce sont ces modifications qu'on appelle la réaction inflammatoire. Donc, nous allons essayer de voir donc les différentes étapes de la réaction inflammatoire. Bon, en faisant la comparaison des deux schémas, on a noté on avait au début peu de microbes. Mais après, qu'est-ce qu'on a constaté? Il y a beaucoup de microbes qui sont là. Ça veut dire que les microbes se sont multipliés. Donc, parce que dans l'organisme, les microbes trouvent toutes les conditions de vie nécessaires. Les microbes trouvent une bonne oxygénation, une bonne humidité aussi, mais aussi une température convenable. C'est pourquoi, une fois à l'intérieur, ces microbes se multiplient très rapidement. Mais après la multiplication, on observe ici donc les deux schémas en faisant la comparaison. Au début donc, de la pénétration, on n'avait pas donc, la sortie des globules blancs en haut, mais qu'est-ce qu'on a constaté après? Les globules blancs sortent des vaisseaux sanguins, c'est ça donc le vaisseau sanguin. Les globules blancs sortent des vaisseaux sanguins. Vous voyez comment les globules blancs sortent des vaisseaux sanguins. Et ces globules blancs sont attirés par les microbes. Parce que les microbes, si on a multiplication, les microbes vont produire une toxine. Et c'est la toxine qui attire ces globules blancs. Et ce phénomène est appelé sémiotactisme. Donc, ce phénomène appelé sémiotactisme. Donc, par sémiotactisme, on peut dire que les globules blancs sont attirés, les microbes, autant pour moi, les microbes sont attirés par les globules blancs. Et si on observe aussi les deux schémas, il y a des différences donc sur les globules blancs. Regardez les globules blancs qui sortent. Comment ces globules changent de forme? Donc la sortie de ces globules blancs, les globules blancs, pour que ces cellules sortent des vaisseaux sanguins, les globules blancs doivent changer de forme. Et la sortie des globules blancs, c'est ce qu'on appelle la diapédèse. Donc par diapédèse, on a la sortie des globules blancs au niveau du vaisseau sanguin. Mais en regardant aussi
ce sément, on peut noter qu'il y a plusieurs caractéristiques. Mais il y a des caractéristiques qui sont visibles, mais aussi on peut noter des caractéristiques donc, qui sont invisibles, mais on peut sentir ces caractéristiques. Et en observant les deux, en faisant la comparaison, on peut même déceler qu'au niveau du deuxième sément, il y a gonflement. Vous voyez donc le début, donc comment est le tissu, mais après le tissu s'est gonflé. Donc on peut noter, pour les caractéristiques, il y a un gonflement comme caractéristique d'une réaction inflammatoire. Et nous allons aussi voir une autre caractéristique en observant les deux séments. Mais en regardant donc ce sément, on ne peut pas donc déceler cette caractéristique. Mais si par exemple vous regardez une plaie, en général, la plaie a une couleur rouge. C'est ça qu'on appelle la rougeur. Donc, ça fait partie aussi des caractéristiques de la réaction inflammatoire. On a la rougeur. Et il y a aussi d'autres caractéristiques qui sont invisibles, comme la douleur. On peut sentir la douleur. On ne peut pas voir la douleur, mais on peut sentir la douleur. Il y a la douleur comme caractéristique aussi d'une réaction inflammatoire. Il y a aussi la chaleur. La chaleur, on peut sentir ça. La chaleur. Donc, l'ensemble de ces éléments représentent les caractéristiques d'une réaction inflammatoire. Donc, on va essayer d'expliquer qu'est-ce qui entraîne donc un gonflement et qu'est-ce qui entraîne la rougeur, la douleur et la chaleur. Et pour le gonflement, on l'avait bien expliqué tout à l'heure. Donc, ce sont les globules blancs qui sortent des vaisseaux sanguins. Vous voyez la sortie des globules blancs et le plasma, c'est ce qui entraîne le gonflement d'une plaie. Donc, on peut dire que le gonflement est dû par la sortie des globules blancs. Et on a aussi la rougeur. La rougeur, c'est la couleur rouge. Et au niveau des plaies, en général, vous voyez, donc les plaies ont une couleur rouge. Et la couleur rouge est due par, vous voyez, regardez ici. Donc, regardez le sément. On nous montre comment le vaisseau sanguin est dilaté. Vous voyez, ici, le vaisseau sanguin est bien dilaté. Donc, c'est la dilatation de ce vaisseau sanguin qui entraîne la couleur rouge. Donc, la rougeur est due par la dilatation des vaisseaux sanguins. Et on peut noter aussi la douleur. Et la douleur est due par la toxine fabriquée par les microbes. Parce que les microbes se multiplient. On vous a montré comment les microbes se multiplient ici. Les microbes se multiplient. En se multipliant, les microbes sécrètent une substance appelée la toxine. C'est cette toxine qui excite au niveau de la peau les récepteurs, qui excitent les récepteurs de la peau appelés terminaisons nerveuses de la peau. Ensuite, ces récepteurs vont élaborer ces excitations en un message nerveux sensitif. Vous voyez ici, on a montré donc un nerf sensitif. Le nerf sensitif, c'est pour transporter le message nerveux sensitif vers le centre nerveux. Et à partir de là, l'individu peut commencer même à sentir la douleur. Il y a aussi, donc on peut dire que la douleur est due par l'excitation des récepteurs de la peau. On peut noter aussi la chaleur et vous pouvez même constater ça aussi. Si vous posez votre main sur une plaie, vous allez sentir qu'il y a augmentation de la température. Donc cette fièvre est peut-être expliquée ici par l'afflux de sang. C'est l'afflux sanguin qui explique la chaleur. Donc on a l'afflux sanguin. L'afflux sanguin donc qui explique la chaleur. Et on peut noter même aussi que les globules blancs qui sortent pour rencontrer les microbes, ces globules blancs sécrètent une substance appelée pyrétoxène. Donc ces substances appelées pyrétoxène aussi entraînent l'augmentation de la température.
Donc, en résumé, c'est ça la réaction inflammatoire. La réaction inflammatoire est constituée, donc, et peut-être même caractérisée de 4 éléments. On a un gonflement, et le gonflement est dû par la sortie des globules blancs et du plasma. On peut noter aussi la rougeur qui est due par la dilatation des vaisseaux sanguins. On peut noter la douleur qui est due par l'excitation des récepteurs de la peau par la toxine fabriquée par les microbes. On peut noter aussi la chaleur qui est due par l'afflux sanguin au niveau de la plaie, mais aussi par des substances pyrotogènes sécrétées par les globules blancs qui sortent pour aller rencontrer les microbes. Donc, mais regardez ce sément. Donc, ce n'est pas terminé, parce que si on exploite bien ce sément, on observe que, vous regardez bien, vous voyez ce globule blanc. Et que fait ce globule blanc? Le globule blanc essaie de manger un microbe. Vous voyez, le phénomène par lequel un globule blanc mange un microbe, c'est ce qu'on appelle la phagocytose. Nous allons étudier, donc, après cette réaction inflammatoire, la phagocytose qui représente la deuxième sous-partie de la réaction, donc, de la réponse immunitaire non spécifique en petit 2, la phagocytose. Donc, pour bien comprendre aussi la phagocytose, nous allons essayer aussi d'exploiter un autre sément, donc, où on a montré les différentes étapes de la phagocytose. Les différentes étapes de la phagocytose, donc, c'est le sément qui est prosété. Donc, vous l'avez dépassé. Donc, on va essayer donc d'expliquer l'autre sément. Oui. On va essayer donc d'expliquer les différentes étapes de la phagocytose. Et si on dit phagocytose, c'est quand, par exemple, un globule blanc mange un microbe. Et regardez bien, donc, on nous a montré les différentes étapes de la phagocytose dans ce sément. Donc, on a montré un globule blanc. Ici, nous avons un globule blanc. Le globule blanc a un noyau. Vous voyez comment est le noyau? Le noyau est polylobé. C'est pourquoi on l'appelle polynucléaire. Tous les globules blancs qui ont un noyau polylobé, on les appelle des polynucléaires. Et ici, on nous a montré un globule blanc et on a montré ici une bactérie. Et on veut montrer comment ce globule blanc essaie donc de manger la bactérie. Donc, c'est la phagocytose. Et cette première phase, le globule blanc essaie donc de se rapprocher de la bactérie. Et cet phénomène, cette première étape, c'est ce qu'on appelle l'adhésion. L'adhésion, c'est donc la première étape donc, de la phagocytose où un globule blanc se rapproche du corps étranger. Et ici, on a montré le corps étranger que c'est une bactérie. Le corps étranger peut être une bactérie, mais aussi peut être un virus. On a donné l'exemple donc d'une bactérie. Et le globule blanc a essayé donc de manger cette bactérie. Donc le globule blanc se rapproche de la bactérie. Cette phase est appelée la phase d'adhésion. Ensuite, la deuxième étape, on nous montre comment donc la bactérie entre à l'intérieur. Parce que c'est le globule blanc qui prolonge son cytoplasme. À l'intérieur, on parle de cytoplasme. C'est le globule blanc donc, qui essaie d'émettre des œufs de pote pour manger le microbe, pour manger la bactérie. Mais en englobant la bactérie, donc, on parle d'une deuxième étape. C'est cette étape qu'on appelle l'ingestion. Et la troisième étape représente donc la troisième étape donc, du sément. On nous montre ici que la bactérie, même les bactéries sont piégées à l'intérieur du globule blanc. Et ces bactéries piégées se trouvent dans une poche. Vous voyez, la poche est appelée phagosome. Donc, si la bactérie entre, les bactéries donc, vont se trouver dans une poche appelée phagosome. Et il y a aussi, au niveau des globules blancs, des éléments qui sont représentés ici. Vous voyez, ça, ce sont des lysosomes. Ces lysosomes vont jouer un rôle très important dans cette
étape. Cette étape est appelée la digestion. Les lysosomes, que font les lysosomes? Regardez aux alentours de cette poche. Vous voyez, on a les lysosomes qui entourent le phagosome. Et que font les lysosomes? Les lysosomes vont essayer d'injecter leur contenu à l'intérieur des phagosomes. Donc ces lysosomes injectent leur contenu à l'intérieur parce que les lysosomes sont riches en enzymes digestives. C'est ce qui entraîne même la digestion donc, de ces microbes. Et cette phase est appelée la phase de digestion. Et la dernière phase donc, représente la phase de rejet des déchets. Donc après chaque digestion, la digestion est accompagnée d'un rejet des déchets. Et la cellule qui a mangé donc, la bactérie va rejeter des déchets. Donc, et le rejet des déchets, c'est ce qu'on appelle l'exocytose. Donc la sortie des déchets au niveau de la cellule. Et donc en résumé, on peut dire que la phagocytose est constituée de 4 étapes. Nous avons l'adhésion, où le globule blanc se rapproche du microbe. Nous avons la phase d'ingestion, où le globule blanc va essayer donc d'englober, d'insérer la bactérie. Il y a aussi la phase de digestion, où le globule blanc donc, va digérer la bactérie. Mais grâce au lysosome, nous avons aussi la dernière phase qui est la phase de rejet des déchets. Et ce sont donc les différentes étapes de la phagocytose. Et on peut noter aussi qu'il y a pas seulement donc la réaction inflammatoire et la phagocytose. On peut noter d'autres éléments qui sont des protéines qui représentent les facteurs immoraux. Les facteurs immoraux. Je n'ai pas de pause. Donc les facteurs immoraux représentent donc des protéines et ces protéines vont intervenir aussi, se trouvent au niveau de la réponse immunitaire non spécifique. Donc on peut noter sur ces protéines des interférons. Les interférons, on a des interférons et ces interférons, ce sont des protéines sécrétées par une cellule qui est infectée par un virus. Je vais vous donner donc un exemple. Imaginons par exemple, vous avez ici une cellule. La cellule est là. Et on peut représenter un noyau simple. On a une cellule, mais la cellule donc a d'autres cellules voisines qui se trouvent aux alentours. On a d'autres cellules voisines. Et si par exemple un corps étranger, comme le virus, arrive à pénétrer à l'intérieur avec ses déterminants antigéniques, vous voyez, cette cellule qui est infectée va essayer d'alerter les autres cellules qui se trouvent donc aux alentours, les autres cellules voisines, et en produisant donc des protéines appelées interférons. Et c'est pour permettre aussi aux autres protéines, aux autres cellules qui n'ont pas encore vu le virus, de fabriquer des protéines antivirales. Ces protéines antivirales vont empêcher les microbes de se multiplier si une fois, par exemple, le microbe arrive. C'est ce qu'on appelle les interférons. Ce sont des protéines antivirales que les cellules vont produire, mais les autres cellules sont alertées par la cellule qui est déjà donc infectée. Et c'est ça qu'on appelle les interférons. On peut noter aussi les autres protéines qui sont plasmatiques, appelées activation du complément. On peut noter l'activation du complément. Et ce sont des protéines aussi. Activation du complément. Représente aussi d'autres protéines. Mais ces protéines sont activées. C'est dans le cas où un corps étranger est neutralisé par un anticorps. Les anticorps sont fabriqués à l'intérieur de l'organisme. Si un corps étranger arrive, les anticorps qui sont fabriqués, leur rôle, c'est de faciliter la destruction du microbe. Donc, ces anticorps vont neutraliser
les antigènes. Et en neutralisant les antigènes, l'ensemble, on l'appelle le complexe immun. C'est ce complexe immun même, le complexe immun. Le complexe immun va donc activer ces protéines, et c'est pourquoi on parle de l'activation du complément. Il va activer des protéines enzymatiques, et ces protéines vont attirer les cellules phagocytaires, et ces cellules phagocytaires, une fois arrivées, ces cellules donc vont essayer de phagocyter l'ensemble constitué donc par l'antigène et l'anticorps. Donc on peut dire en résumé que pour les facteurs humoraux, on peut trouver des interférons qui sont des protéines dont la cellule infectée donc va produire pour alerter les autres cellules voisines, et c'est ce qui permet aux autres cellules voisines de fabriquer des protéines antivirales pour se prévenir. Et aussi on a l'activation du complément qui sont des protéines enzymatiques qui sont activées dans le cas où on a formation du complexe immun, et c'est pour attirer donc les cellules phagocytaires qui vont venir après pour phagocyter l'ensemble appelé le complexe immun. Et en résumé, donc la réponse immunitaire non spécifique est constituée de ces trois parties qui représentent la réaction inflammatoire, la phagocytose et les facteurs immoraux. Et nous allons essayer donc aussi cette réponse, il faut donc bien comprendre que la réponse immunitaire non spécifique est suivie par une autre réponse, et l'autre réponse est appelée réponse immunitaire spécifique.